Bonjour à tous, donc bienvenue à ce premier webinar NTech de l'année 2021. Pour rappel, le principe NTech, c'est une plateforme en fait qui est destinée à créer une communauté d'ingénieurs autour d'événements techniques. Donc dans le contexte actuel, forcément, ces événements se déroulent sous forme de webinars. L'idée étant effectivement dans le futur de pouvoir organiser des événements physiques qui soit ouvert à tous sur différents sujets techniques qui tournent autour des métiers du secteur pharmaceutique, que ce soit la qualification, validation, l'assurance qualité, mais également autour des métiers des systèmes embarqués et des applications web. En fin de présentation de ce webinaire, je vous montrerai les prochaines dates en fait sur les prochains sujets NTech prévus et puis un petit rappel effectivement sur l'adresse du site. Et en général, on a 1 à 2 événements par mois sur cette plateforme. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour parler d'analyse de risque dans le cadre de la qualification-validation, donc webinar pour l'industrie pharmaceutique, life science et pour les produits de santé. Je m'appelle donc Olivier Tinceau, j'ai à peu près 25 ans d'expérience dans le milieu pharmaceutique, en qualification-validation et en assurance qualité. À peu près moitié-moitié en tant qu'industriel et en tant que consultant. Je vais donc vous partager mon écran pour que l'on puisse démarrer. Voilà. Donc, l'analyse de risque dont nous allons parler est donc un point clé du processus de qualification. Le déroulé de la formation, enfin de ce webinaire va être le suivant, à peu près 45 minutes où je vais vous présenter les éléments. Et puis, à la fin, un quart d'heure de Q&A. Donc, je vous engage à noter directement dans l'utilitaire questions et réponses de Zoom les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure de ma présentation et nous les reprendrons donc ensemble à la fin. J'essaierai d'y apporter toutes les indications pour pouvoir compléter mon propos. Qu'allons-nous voir donc dans cette analyse de risque? On va parler effectivement des réglementations avec quelques textes de référence. On verra le point commun à l'ensemble de ces textes. L'idée ensuite est de vous présenter donc la clé de la qualification-validation, c'est-à-dire l'analyse de risque, avec à quel moment la question de à quel moment on doit l'utiliser et des exemples d'outils que j'espère le plus pragmatique possible, qui vous permettront soit de les découvrir, soit de les redécouvrir. Et puis donc, vos questions en fin de présentation. Alors la réglementation, comme vous le savez, dans le milieu pharmaceutique ou dans le milieu des produits de santé, nous sommes soumis à énormément de textes de réglementation qui vont parler notamment de la qualification-validation. Bien évidemment, on va être confronté à l'annexe 15 qui est spécifique à la qualification-validation au niveau européen. Du même principe, on va être confronté aux Guidelines General Principles of Process Validation pour la partie FDA, donc qui sont des textes opposables, hein, c'est-à-dire que les autorités peuvent nous inspecter et inspecter les entreprises de santé sur ces référentiels et nous indiquer si l'on respecte ou pas le référentiel. Mais vous allez également trouver des éléments sur la qualification et validation dans la partie dispositifs médicaux, 21 CFR partie 820 pour la FDA ou l'ISO 13485 au niveau de la partie européenne. D'autres textes dans lesquels on va entendre parler également de qualification-validation vont être plutôt des guidelines, comme par exemple l'IQOQ Non-Steroid Process Validation and Cleaning Validation du PICS, ou le Good Practice for Computerized System in Regulate GXP Environment, également du PICS, qui sont donc des guides d'application pour vous donner des outils, nous donner des outils qui permettent donc de dérouler des principes de qualification-validation sur différents sujets.
Bien évidemment, un grand classique dans la validation va être le GAMP pour tout ce qui concerne les systèmes informatisés et automatisés. Et qui dit système informatisé et automatisé dit également référentiel 21 CFR part 11 pour la FDA ou l'annexe 11 pour la Commission européenne qui parle des systèmes également de systèmes informatisés au niveau des bonnes pratiques de fabrication européennes. Donc vous le voyez, tous ces textes sont quand même relativement importants, même si la liste n'est pas exhaustive, et vont tous nous parler de la qualification-validation. Alors pourquoi cette qualification-validation? Eh bien tout simplement parce que l'objectif de ces textes est de garantir la sécurité et l'efficacité du produit de santé, comme vous le savez, et la qualification-validation est une preuve importante pour démontrer cette garantie de sécurité et d'efficacité. La question que l'on va se poser, effectivement, c'est par rapport à tous ces éléments, hormis cet objectif commun, quel est le point commun principal en fait de l'ensemble de ces textes quand on parle de qualification-validation? Eh bien, le point commun va être l'analyse de risque. Toute la stratégie de qualification-validation est posée sur l'analyse de risque et est décrite comme telle dans l'ensemble des textes dont je viens de vous donner un bref aperçu. Si l'on prend par exemple l'annexe 15 des BPF, les BPF stipulent que le fabricant doit contrôler les aspects critiques des opérations qu'il met en œuvre au moyen de qualification et de validation tout au long du cycle de vie du produit et du procédé. De même, dans le cadre de ce système, les décisions qui concernent le champ d'application et le périmètre de qualification doivent être fondées sur une évaluation justifiée et documentée des risques, bien évidemment en lien avec les installations, les process les utilités qu'on va mettre en œuvre. Cette demande d'analyse de risque, on la retrouve également, bien sûr, dans la partie FDA, où le guideline nous dit que la décision doit être basée sur l'évaluation du risque, que tous les paramètres et attributs doivent être évalués au regard de leur rôle sur le process et de leur impact sur le produit. Donc, vous voyez bien que les autorités s'attendent à avoir systématiquement une démarche de qualification-validation construite sur cette analyse de risque. L'analyse de risque donc est la clé de cette stratégie, mais entre les différents textes que l'on peut avoir qui disent qu'il faut bâtir cette analyse de risque, la question qui ressort, c'est comment la bâtir? Alors, on peut se référer à des textes comme l'ICH Q9, par exemple, qui est effectivement un texte qui est même cité dans les bonnes pratiques de fabrication européennes, comme un élément de maintien et de démonstration de cette analyse de risque. Mais l'ICH Q9 est un document qui est très bien fait, mais plutôt orienté sur des grandes lignes de méthodologie et qui peut perdre un petit peu le côté déploiement d'outils de façon facile. C'est pourquoi, dans ma présentation aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques outils d'application en fait sur cette analyse de risque, des outils qui peuvent être utilisés à différents moments en fait du processus de qualification-validation. Et justement, une des questions que l'on se pose tous quand on est confronté à une stratégie de qualification-validation, c'est à quel moment doit-on appliquer l'analyse de risque? Quelle est l'attente par rapport à cette analyse de risque? À quel moment il va être stratégique de pouvoir la mettre en œuvre? Est-ce dès le début d'un projet? Est-ce plutôt qu'on va attaquer les essais directement de qualification d'installation? Est-ce pendant la construction, par exemple, d'un équipement qu'il faut introduire cette notion d'analyse de risque? Alors, si l'on se base sur les recommandations du cycle en V, tel qu'on peut le trouver notamment dans le GAMP, on voit bien que l'analyse de risque va aller de la définition de besoins, les URS, jusqu'à la phase de construction, d'implémentation de notre équipement, que ce soit dans la phase de functional specification ou de design specification, également en termes d'implantation sur site, et puis bien évidemment dans les phases de test, QI, QO, QP, voire même en phase de maintenance, de vie de notre équipement, où l'on doit prendre en compte tous ces risques. Si l'on redéploie cet élément au niveau d'une ligne de temps présentée un petit peu différemment, on constate qu'effectivement,
le moment d'application de cette analyse de risque va se traduire par des questions que l'on peut avoir, par exemple, dès notre définition de besoin, sur quel va être mon équipement critique dans mon process, quels vont être, excusez-moi, les points critiques en qualification de conception que je vais devoir vérifier, quels éléments dois-je prendre en compte pour exiger ou demander des éléments de qualité complémentaires à mon fournisseur dès la rédaction de mon offre, en fait, dès mon choix de solution, pour pouvoir vérifier en phase de qualification de conception que l'offre qui m'est remise par mon fournisseur d'équipement, par exemple, répond à mes attentes et notamment va répondre en termes d'attente au niveau des paramètres que je dois démontrer en qualification. Et puis sur l'autre phase du projet, une fois que mon fournisseur va être choisi, que ma commande va être passée, on va avoir effectivement des questions qui vont se poser sur quels sont mes worst cases, quels sont mes paramètres critiques que je dois surveiller, quels moyens techniques de maîtrise je vais avoir pour contrôler ces paramètres critiques, pour garantir que mes produits de santé sont sûrs et efficaces, pour être certain que la qualité finale du produit est la bonne, y compris dans ma phase, une fois la qualification de performance terminée, y compris dans ma phase de vie de mon équipement et de vie de mon process. Donc, globalement, si l'on résume, l'évaluation des risques, orientée qualification-validation, donc dans le sens qualité du produit, doit démarrer dès la définition de besoin. C'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Bien évidemment, elle va se dérouler avec différents niveaux de précision en fonction de la phase dans laquelle on va être, mais c'est vraiment un élément qui est important dans une démarche de qualification de validation, avoir cette analyse de risque dès la définition du besoin. Les outils. Quels sont les outils que l'on doit utiliser pendant cette phase d'analyse de risque? Alors, je vais vous présenter 3 outils, 3-4 outils qui me semblent effectivement intéressants, je l'espère pragmatiques, et qui vous permettront effectivement de voir à quel moment on peut utiliser. La présentation de ces outils est basée bien évidemment sur une petite explication du fonctionnement et à la fois systématiquement avec un exemple d'éléments, d'applications sur lesquels on peut avoir une utilisation de ces outils. Le premier outil que je souhaite vous présenter, c'est l'indice de complexité qualité. Cet outil, je l'utilise personnellement dès la définition de besoin sur des projets de qualification. Si on prend l'exemple d'implantation d'une nouvelle ligne de production, par exemple, on va avoir à un moment donné la question de se dire, je rédige mon offre. Bien évidemment, je vais avoir les notions de productivité, je vais avoir les notions de qualité produit, mais je dois aussi introduire les notions d'éléments à demander à mon fournisseur pour pouvoir définir ce que j'attends dans ma qualification de conception. Certificat d'alimentarité, par exemple, les modalités de fonctionnement, les modalités d'accès à des systèmes de supervision, etc. Donc cet indice de complexité qualité, voici comment il est constitué. La première phase va être d'attribuer un indice qualité, IQ, selon la conclusion de l'analyse de criticité équipement. Cet indice qualité est statué et coté en fait de la façon suivante. Alors c'est une façon de le coter. Après, vous pouvez bien évidemment mettre différentes valeurs de cotation. Mais moi, j'ai pour habitude de le coter en disant si j'ai un impact direct sur la qualité de mon produit, je rends un indice qualité qui sera à 3, impact indirect, un indice qualité à 2, et pas d'impact du tout, un indice qualité à 1. Comme je le vous disais, l'attribution de cet indice qualité est basée sur l'analyse de criticité équipement. Cette analyse de criticité équipement, en fait, elle va nous permettre de lister tous les systèmes qui présentent un impact sur la qualité du produit et qui seront donc soumis à qualification, mais également les systèmes ne présentant pas d'impact qui ne sont donc pas soumis à qualification. Le principe est assez simple, on va identifier tous les systèmes exploités. On va évaluer l'impact de chaque système au moyen d'un questionnaire assez binaire, puisque si la réponse est oui, on va avoir un impact. Si la réponse est non, on n'aura pas d'impact. On ne rentre pas dans des méthodologies comme l'AMDEC, dont on parlera un petit peu après, avec des systèmes de cotation, de mathématiques, avec des systèmes de pondération éventuels. Si l'on schématise le principe de cette analyse de criticité équipement, on va avoir une première partie de questions qui vont nous donner directement, qui vont nous permettre de statuer directement sur le fait d'avoir un équipement qui a un impact direct sur la qualité du produit et donc
qui va entraîner une qualification. Et pour cette série de questions où les réponses seraient négatives, on va avoir un deuxième jeu de questions un peu plus réduit, où en cas de réponse oui à une des questions, on considérera que l'équipement a un impact indirect sur la qualité du produit et donc nécessitera un certain nombre d'éléments, effectivement en termes de tests, pour démontrer que l'on maîtrise cet impact. Et tout ce qui sera non sera considéré sans impact, ce qui veut dire sans qualification au final. Voilà un exemple de questions type que l'on peut avoir. Donc, la première série de questions qui permet de déterminer les impacts directs, ça va être par exemple, le système est-il en contact direct avec un produit, une matière première et ou une utilité à impact direct? Est-ce que le système est utilisé dans un nettoyage ou une désinfection? Est-ce que mon système génère, gère ou stocke des données utilisées pour la libération du produit ou des données réglementaires? Est-ce que le système génère, gère ou stocke des données de traçabilité du produit, comme un système de sérialisation, par exemple? Et la deuxième partie de question, va être donc, comme je vous précisais précédemment, destinée à tous les éléments, tous les équipements qui auront une réponse négative aux 6 premières questions, va être plutôt orientée sur est-ce que le système fournit une utilité à un équipement ayant un impact direct. Donc plutôt des installations de type réseau vapeur, par exemple, dans le cadre d'un autoclave. Si mon système est un autoclave, le réseau vapeur aura forcément un impact sur la qualité du produit, mais de façon indirecte. Une fois qu'on va avoir fait cette classification, on peut résumer un petit peu les choses de cette façon. Tout ce qui est donc question à 1,6 avec une réponse oui, impact direct, nécessité absolue de qualification, donc QI, QO et QP, avec un indice de qualité à 3. Tout ce qui va être en réponse 1 à 6 négativement, mais avec une réponse oui sur une des questions, quelle qu'elle soit sur la question 7, 8 ou 9, on va considérer qu'on a un impact indirect. Et en termes d'approche de qualification, on va plutôt travailler sur des phases de commissioning et des phases de qualification de composants critiques avec un indice qualité à 2. Et tous les systèmes sur lesquels on a répondu non à toutes les questions, il n'y a aucun impact du coup en termes de qualification, puisqu'il n'y a aucun impact en termes de qualité produit. Et on aura juste des éléments de commissioning, réception technique en fait, pour le côté financier du projet, bien évidemment. Quand on commande quelque chose, on veut s'assurer que ça fonctionne. La deuxième étape de mon indice de complexité qualité, c'est attribuer l'indice de complexité. Alors cet indice de complexité va être lié en fait au système en lui-même que l'on étudie. Est-ce que c'est un système qui est très complexe, qui pourrait être accordé par exemple à la catégorie 5 du GAMP, avec beaucoup de développement personnalisé pour le client? Donc dans ces cas-là, on aura un indice de complexité à 3. Ou est-ce qu'on va être plutôt sur un indice de complexité très faible, c'est-à-dire un système avec une personnalisation extrêmement limitée, quelque part ce que l'on peut appeler l'achat de l'équipement sur étagère, c'est-à-dire typiquement j'achète l'équipement, je ne le revende pas ou je ne l'adapte pas à mon besoin puisqu'il correspond dans son état vendu à ce dont j'ai besoin. La troisième étape va être le calcul de cet indice de complexité qualité, calcul qui est basé en général sur l'indice de complexité auquel on va ajouter 2 fois l'indice qualité. Alors, pourquoi 2 fois l'indice qualité? Tout simplement parce que, comme on est dans une approche de démontrer et d'évaluer les éléments qui vont nous permettre de démontrer que mon produit, au final, est de la qualité requise et de la sécurité requise, on a forcément une nécessité de pondérer de façon plus forte l'impact qualité que l'impact complexité. La façon dont je traite cet élément derrière, en fait, est la suivante. Tout ce qui est indice de complexité qualité inférieur à une valeur de 6, on va considérer que ce sont des éléments sur lesquels il n'y aura pas besoin de rédiger du RS qualité spécifique. Tout ce qui va être d'un indice de complexité qualité supérieur ou égal à 6, on considère qu'il y a nécessité d'avoir un URS qualité plus particulier. Par exemple, dans le cadre d'une installation à base d'inox, ça serait les certificats matière. On demanderait directement dans l'offre le fait d'avoir la documentation liée aux habilitations des soudeurs, aux preuves de soudure avec les endoscopies, etc. Voilà un petit peu comment on peut
dès la partie conception d'un projet, dès que l'on va rédiger l'offre, introduire ces notions de criticité de nos équipements de façon à tout de suite agir dès les URS sur les éléments qui vont être sensibles par rapport à la qualité du produit et donc prévoir déjà des actions de qualité ultérieure. Donc cet outil, pour moi, est un outil qui est effectivement assez pragmatique et qui permet de prendre ça en compte dès le début. Il y a bien évidemment d'autres outils pour la suite du projet. On va en parler juste après. Si on prend un exemple par rapport à cet indice de complexité qualité, ici, c'est un exemple d'une ligne de conditionnement, par exemple. On va avoir sur cette ligne de conditionnement différents systèmes. On va avoir un système de sérialisation et d'agrégation. Et par l'intermédiaire de ce filtre de l'ICQ, on voit que forcément, la sérialisation a un impact direct sur la qualité de mon produit, puisque le système génère des données utilisées pour libérer des lots et pour des données de traçabilité produit. Donc, le système va être soumis à une qualification. L'équipement qui serait aussi éventuellement soumis à qualification pourrait être l'encaisseuse. Donc, par rapport aux questions que l'on a posées, on n'a pas d'impact direct, mais l'équipement a un impact indirect du fait que si cet équipement dysfonctionne, il pourra affecter, par exemple, la performance de la sérialisation dans le cadre d'une agrégation à la caisse américaine. Donc, effectivement, il y aura nécessité de qualification de cette encaisseuse, mais sur des éléments peut-être moins importants que sur le système de sérialisation en lui-même. Et puis, si sur ma ligne de conditionnement, après cette encaisseuse, j'ai un convoyeur vers une palettisation manuelle, il n'y a absolument aucun impact en termes de qualité sur ce convoyeur par rapport aux différentes questions qui ont pu être établies. Donc, vous voyez que dès le début, je vais concentrer plutôt mes éléments de réflexion, de qualification des exigences qualité sur mon système de sérialisation et mon encaisseuse, en laissant de côté la partie convoyage. Pour les autres outils, pour la suite de mon projet, effectivement, les autres outils que je vais vous présenter vont être plutôt orientés sur la deuxième phase. C'est-à-dire que j'ai fait mon offre, mes URS, j'ai passé ma qualif de conception et je suis dans la phase d'installation de mon équipement, éventuellement de construction, montage, et puis d'installation avec les phases de IQ, OQ et bien évidemment PQ et utilisation derrière de l'équipement. Dans ces phases-là, les questions qu'on a tendance à se poser, c'est donc les paramètres critiques, les worst cases, les moyens techniques de maîtrise de ma qualité. Quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser pour évaluer les risques que je vais avoir sur cette phase et donc standardiser ou mettre mes forces plutôt sur la partie maîtrise de ces risques. Je vais vous présenter 3 outils sur cette partie. Le premier qui nous vient tous en tête quand on parle de maîtrise des risques, c'est effectivement l'AMDEC. Donc, je ne pense pas que ce soit une découverte pour tous. Ça va être plutôt une redécouverte. L'AMDEC, vous le savez tous, c'est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. L'AMDEC, effectivement, est un outil intéressant dans l'évaluation des risques, tout simplement parce que cet outil a un vécu relativement important. Il date des années 1940. C'était une méthode élaborée par l'armée américaine qui est donc basée sur l'étude de la sûreté de fonctionnement et la gestion de la qualité de différents éléments. Il se distingue d'un autre outil qu'on peut éventuellement utiliser effectivement dans la partie amélioration des process et maîtrise de défaillance, qui est la MDE. L'AMDEC se distingue par la notion de criticité. Et dans le cadre d'une qualification de validation, j'aurais plutôt tendance à conseiller un AMDEC qu'un AMDE. En termes d'AMDEC, il en existe 5 principaux. Une AMDEC fonctionnelle qui permet donc à partir de l'analyse fonctionnelle, donc de la conception d'un équipement, d'un logiciel, de définir des modes de défaillance ou des causes. L'AMDEC produit qui va être plutôt orienté sur la phase de développement d'un produit pour vérifier sa viabilité d'un produit, donc par rapport aux exigences du client ou l'application. L'AMDEC processus qui permet d'identifier les risques potentiels liés à un procédé de fabrication, par exemple. L'AMDEC moyen de production, donc plutôt orienté sur des équipements qui permet d'anticiper les risques liés au non-fonctionnement ou à un fonctionnement anormal d'un équipement ou d'une machine. Et également un AMDEC flux qui permet donc d'anticiper les risques
liées aux ruptures de flux ou matière ou information. Ces AMDEC sont tous utilisables pour l'analyse de risque en validation, même si on a plutôt tendance effectivement à utiliser soit l'AMDEC fonctionnel pour des systèmes informatisés, soit des AMDEC processus pour la validation d'un procédé, notamment d'un procédé de validation de nettoyage. Pour rappel, la méthode d'AMDEC est assez classique. On va découper notre process en différentes étapes élémentaires. On va rechercher pour chaque étape des défauts pouvant être fabriqués donc à cette étape, identifier l'effet que produirait ce défaut s'il atteignait le patient, évaluer la gravité de cet effet avec la note G, qui va être là 1, 2, 3 ou 2, 6, 9 ou 3, 5, 7. Là, c'est vous qui définissez votre critère de gravité de cotation. Ensuite, une fois qu'on va avoir identifié les défauts, on va rechercher toutes les causes qui peuvent être à l'origine de ce défaut. On va évaluer pour chaque cause les moyens de prévention existants et évaluer le risque d'apparition de chaque défaut pour chaque cause et chaque moyen de prévention. Et on obtiendra donc la note d'occurrence, donc la note O. On aura ensuite une recherche des modes de détection prévus par le procédé de façon à détecter chaque défaut. Et on va évaluer ces modes de détection avec la note D. On calcule ensuite un indice de probabilité de risque. Cet indice de probabilité de risque, c'est en général la multiplication des 3 notes précédentes et on compare cet IPR au seuil de criticité défini, souvent défini arbitrairement. Le seuil C indiquant donc le niveau de maîtrise du procédé. Ce que nous donne la méthodologie ABDEC, ce que nous demande la méthodologie ABDEC, c'est que pour chaque IPR supérieur au seuil de criticité, donc ça, qui indique donc une situation insuffisamment maîtrisée, on nous demande de prévoir des actions correctives qui permettent de réduire cet IPR et de récalculer l'IPR après mise en œuvre des actions correctives. Voilà en gros la méthodologie d'AMDEC qui est, je pense, quelque chose que vous connaissez déjà. Le point important, c'est comment on va interpréter ces résultats en lien avec notre processus de qualification-validation. Alors, si l'on se base sur les 3 notes, les situations qui présentent des notes de gravité très faibles vont correspondre à des situations qui n'ont pas d'impact sur la santé publique. Il n'y aura pas donc, au regard réglementaire du terme, de nécessité de valider par rapport à un risque produit. Vous pouvez choisir de valider des systèmes avec des notes de gravité faibles, mais c'est plutôt lié au fait de valider par rapport à un niveau de maîtrise industrielle recherché. Limiter vos arrêts de ligne, limiter éventuellement les nécessités d'action de maintenance, etc. Mais ce n'est pas forcément lié à un problème de risque de santé publique. En termes d'occurrences faibles, par contre, ces occurrences vont nous indiquer que la maîtrise du procédé repose sur des modes de prévention efficaces. Si les modes de prévention sont efficaces, nous permettent de diminuer le risque, il va falloir impérativement, qualification, validation, démontrer que ces modes de prévention sont bien robustes et donc ils devront être validés. Et dans l'AMDEC, on pourra identifier les tests qui permettent de démontrer l'efficacité de ces modes de prévention. Et tout ce qui va être note de détection faible indique que la maîtrise du procédé repose sur notre aptitude à détecter et à éliminer les défauts. Il sera donc impératif de valider, qualifier mes modes de détection et bien évidemment, toujours pareil, à la fin de mon processus AMDEC, d'identifier les tests qui permettent de valider ces modes de détection. Si l'on prend un exemple sur un système, par exemple de lavage, on aura identifié ici un problème de préparation de charge, par exemple, qui peut entraîner des problématiques sur l'efficacité du lavage. Alors, le mode de défaillance ici, c'était un mauvais choix de panier. La cause, c'était une instruction d'utilisation manquante ou peu claire, avec donc une gravité mauvais nettoyage et une détectabilité qui repose uniquement sur un contrôle visuel après nettoyage. On a aussi, par exemple, un logging opérateur avec des accès à des fonctions non autorisées, par exemple modification d'un paramètre, d'une durée de nettoyage ou d'une température qui a forcément un impact sur l'efficacité de mon nettoyage. Mais on peut aussi avoir une action, par exemple, de lancement de recette, avec ici un mode de défaillance qui serait la recette ne démarre pas. On voit que déjà sur cette première cotation, pour déterminer donc notre indice de probabilité de risque, cette action de lancement de recette est considérée comme négligeable puisque dans cette analyse, le mode de défaillance, la recette ne démarre pas, il n'y aura aucun impact sur la qualité de mon produit. L'équipement n'est pas nettoyé, il n'y aura pas de notion de si le nettoyage a été fait, donc aucun impact qualité produit. Un impact industriel, bien sûr, mais aucun impact sur la qualité du produit. Alors que les deux autres dont je vous ai parlé, préparation de la charge ou logging opérateur sur le lavage, sur le laveur,
auront un impact. On a décidé de mettre en place des mesures correctives avec, par exemple, des précisions dans l'instruction de nettoyage sur un type de panier, une formation de personnel, une vérification après création du logging de configuration lors de la saisie du logging. Eh bien, on a ces mesures correctives qui nous permettent de diminuer notre IPR et donc de rentrer dans des niveaux d'acceptabilité. Et les essais qui vont en découler au bout de notre AMDEC, ça va être pour le premier une vérification en qualification opérationnelle que la procédure est bien présente et que le contenu est bien adapté à ce qu'on a demandé, la vérification de la formation du personnel également. Et puis, pour la partie logging, on peut prévoir en QO, mais éventuellement également aussi en QC, le fait que les différents niveaux d'accès permettent d'accéder à certaines fonctions ou sous-fonctions, et surtout que ces niveaux d'accès qui ont été définis sont bien opérationnels et qu'un opérateur ne peut pas avoir accès, par exemple, aux paramètres qui régissent la durée ou la température d'une recette, mais uniquement aux paramètres de lancement de cette recette. Voilà une façon d'utiliser l'AMDEC dans l'analyse de risque dans un processus de qualification-validation. Un autre élément d'analyse de risque qui se rapproche un petit peu de l'AMDEC, que j'appelle moi type sécurité ou HSE, va être une analyse de risque que l'on va trouver en général sur les systèmes informatisés. Au lieu d'avoir des cotations chiffrées, on va plutôt travailler sur des fréquences. Donc la détermination des risques est la même que pour un AMDEC. Par contre, sur la détermination de la gravité, on va plutôt parler de fréquences faibles, moyennes ou élevées, en termes de gravité d'impact. De même, on va déterminer des probabilités d'apparition d'anomalies, donc faibles, moyennes ou élevées, et également des probabilités de détection d'anomalies, détection de conditions de panne ou détection de dysfonctionnement. Même principe avec des indices faibles, moyens ou élevés. La façon dont on va regrouper ces éléments derrière va être une première étape de détermination du niveau de risque avec un mix entre la gravité et la probabilité d'apparition. Donc, on voit bien que, comme l'indique ce tableau, qu'une gravité élevée avec une probabilité d'apparition faible va entraîner un risque, un niveau de risque qui va être plutôt estimé à 2, alors que si on est dans une probabilité faible avec une gravité faible, on va être plutôt sur une priorité, un niveau de risque à 3. Et par contre, un risque élevé avec une probabilité d'apparition élevée va forcément donner un niveau de risque élevé, donc qui sera considéré de niveau 1. Et puis ensuite, on va mixer ce niveau de risque avec la probabilité de détection. Et là, on va se retrouver également pour un risque donc, de niveau 1 avec une probabilité faible de détection, avec une priorité de traitement extrêmement élevée, alors qu'à l'inverse, si on est sur un risque 3 et une probabilité de détection élevée, on va être sur un facteur de risque, une priorité plutôt faible en termes de traitement. On va déterminer les actions d'atténuation du risque par rapport à ces niveaux de priorité qui auront été indiqués. On peut tout à fait faire le choix de dire tout ce qui est considéré comme un facteur de risque faible ne donne pas lieu à des actions de qualification. Et puis, à partir donc, des actions d'atténuation de risque, on déterminera les actions de qualification comme preuve de maîtrise du risque, toujours dans la même stratégie que celle dont je vous ai parlé juste avant, en termes d'AMDEC. Comment ça se présente en termes d'exemple si on parle d'un système informatisé? On est ici sur un système de gestion documentaire. C'est l'exemple que j'ai choisi. On va avoir différentes fonctions, par exemple une fonction de paramétrage de type de document. Et l'on voit qu'en passant par cette grille, on a des priorités de risque qui sont plutôt faibles, que ce soit en termes d'oubli d'un type de document, d'une erreur dans le libellé de la documentation, et qu'il a été choisi, du coup, en termes d'action à entreprendre en qualification, de ne rien mettre en œuvre. On accepte ce risque puisqu'on est sur une priorité plutôt faible. Par contre, dans la fonction de création de confidentialité, on est confronté à une priorité de risque plutôt élevée, avec du coup, en termes d'atténuation, donc plutôt élevée dans le sens accès à des documents pour lesquels la personne n'est pas concernée, et avec une atténuation du risque qui va porter par exemple, la validation avant diffusion par l'AQ-système du groupe de personnes qui doit être concerné par cette diffusion. Dans ces cas-là, l'action à entreprendre en qualification sera de vérifier qu'il y a bien existence d'un blocage à cette étape au moment de la diffusion et qui empêche l'impossibilité, qui empêche donc la diffusion du document tant que l'AQ-système n'a pas validé
le groupe d'utilisateurs à qui ce document doit être diffusé. Une notion de maîtrise de données. Le troisième outil que je souhaite vous présenter pour cette partie de maîtrise du risque dans la partie installation et développement, c'est l'analyse de criticité fonction composant. Sa réelle terminologie serait analyse de criticité système fonction composant. Pourquoi système fonction composant? Tout simplement parce que la première étape est basée sur l'analyse de criticité équipement, l'analyse dont on a parlé au tout début de ce webinaire, tout simplement parce qu'il va falloir déjà déterminer quels sont les systèmes ou les équipements qui sont soumis à qualification, qui ont donc un impact direct ou indirect sur la qualité finale de notre produit. La deuxième étape va être d'analyser les fonctions de ces équipements. La troisième étape, d'analyser les composants de ces fonctions et de ces équipements. Et ensuite, déterminer les tests qui doivent être menés en qualification-validation. Le principe de cette analyse de criticité est que pour chaque système qui n'a pas d'impact qualité, il n'y a pas de qualification, donc il n'y a pas de nécessité de rentrer dans l'analyse de ces fonctions. De même, pour les fonctions qui sont considérées comme sans impact d'un point de vue qualité, on n'aura pas nécessité de rentrer dans la partie analyse des composants. Et puis, une fois qu'on aura listé ces éléments, on pourra donc déterminer nos essais. Le principe est le même que pour l'ACE, un certain nombre de questions vont être posées, questions avec des réponses binaires, oui ou non. La fonction est-elle utilisée pour prouver la conformité par rapport au procédé décrit? La fonction a-t-elle un effet direct sur la qualité du produit? Un dysfonctionnement ou une alarme de la fonction ont-ils un effet sur la qualité du produit? Est-ce que cette fonction pilote des aspects critiques du procédé pouvant affecter la qualité du produit, par exemple la régulation d'une température dans le cas d'une sanitisation? Une fois que ma fonction critique a été identifiée, le même filtre de questions s'applique pour les composants avec la question de le composant sert-il à démontrer la conformité du produit ou le composant a-t-il un effet direct sur la qualité du produit ou éventuellement est-ce que le composant est en contact direct avec le produit ou est-ce qu'il crée ou préserve le statut du produit. La façon dont on présente cet ACFC, il y a deux méthodologies. Cette première méthode qui concerne donc ici la cuve d'un prémix, on a listé d'abord toutes les fonctions que l'on rencontre et on va lister ensuite tous les composants puisque chaque composant est partie prenante finalement de mes fonctions. On voit par contre que l'intérêt de cette analyse, c'est que en fait, les fonctions qui ont été identifiées comme critiques, alors ici, compte tenu de l'exemple que j'ai choisi, elles sont toutes critiques. Les fonctions qui ont été identifiées comme critiques vont être plutôt testées en phase de qualification opérationnelle ou de performance, avec par exemple la vérification des adressages en cas de chargement de matière liquide par des systèmes directement reliés à mon prémix, ou des fonctions d'agitation. On va tester en qualification opérationnelle le sens d'agitation, la vitesse, l'homogénéité en qualification de performance également. On va faire des prélèvements pour s'assurer que mon produit est bien homogène. Pour la partie composants, on va plutôt être orienté sur des essais de qualification d'installation et des essais de métrologie. Par exemple, la sonde de température qui est critique dans le cadre de ce prémix, si j'ai un process avec maintien de température, on va avoir une nécessité de vérification donc, en documentation et bien des certificats d'alimentarité, des vérifications que la gamme de mesures sur la documentation de mon équipement est bien adaptée à l'utilisation que je veux en faire, et puis bien évidemment la vérification de l'étalonnage, des certificats d'étalonnage, voire un réétalonnage sur place de cette sonde. Une autre façon de présenter, c'est de distinguer les composants par fonction. Alors là, c'est un petit peu au choix de chacun, qui va être, dans l'exemple ici, par exemple, une centrale de traitement d'air, qui va être donc de dire, dans le principe de je liste mes fonctions critiques, je ne rentre dans le détail des composants que si cette fonction est critique, de bien séparer cette phase. Donc ici, on voit par exemple que la filtration de l'air est considérée comme critique. Bien évidemment, dans le cadre de classes propres, de salles propres, la filtration de l'air est un élément important. Donc la fonction aura un impact sur la qualité finale de mon produit. Et donc cette fonction est critique. Donc je vais faire une preuve d'efficacité de cette fonction
notamment par des classifications particulières. Par contre, dans cette fonction de filtration, quand on passe les composants au filtre des questions, on voit que le préfiltre d'R9 a été considéré comme non critique, et donc lui ne sera soumis qu'à une réception technique, simplement, de l'installation, alors que les filtres absolus, bien évidemment, eux, ont un impact très important sur la qualité de l'air. Et donc, on va travailler sur le certificat du filtre, du test d'intégrité, la classification particulière, etc. Le traitement de température, dans cet exemple-là, n'avait pas d'impact sur la qualité de l'air final, puisque c'était juste de la régulation de température pour le confort du personnel. Donc, sans impact sur la qualité du produit, un impact sur le confort du personnel, mais dans l'optique de la qualité du produit, aucun impact. Et l'intérêt également de cette ACFC, qu'elle soit présentée sous cette forme ou sous une autre, va être dans la troisième partie en fait post-qualification, et donc la vie de mon équipement, puisque on s'est tous posé à un moment donné la question de dire ok, mon équipement est qualifié, je dois faire une intervention de maintenance. Quel test je dois faire? Est-ce que je dois requalifier ou non requalifier mon élément? Bien sur l'exemple que vous avez là, vous voyez que si on prend par exemple le prémix, dès que je vais changer ma sonde de température, on voit que c'est un composant critique. Et ce composant critique a été soumis à un certain nombre de tests de qualification dont j'ai le détail plus ou moins précisé. Donc je sais que lorsque je vais faire cette intervention de maintenance de remplacement de ma sonde de température, je vais devoir mener un certain nombre d'actions de qualification qui sont précisées dans mon analyse de criticité. Alors que dans le cas des préfiltres d'R9, si on reprend l'exemple de ma centrale de traitement d'air, lorsque je vais arriver à ma périodicité de changement de préfiltre d'R9, mon analyse de criticité me permet de ne pas relancer de qualification, validation sur ce sujet, précisément de changement du préfiltre d'R9. C'est donc un outil également, l'analyse de risque. Alors celle-ci ou les autres que j'ai pu vous présenter, c'est également un outil qui nous permet donc de poursuivre sur la vie de mon équipement qualifié, donc de rentrer dans le maintien du statut qualifié et validé de l'équipement en sachant tout de suite quoi faire, à quel moment. Vous voyez que l'analyse de risque est donc un élément qui est important. Bien évidemment, c'est basé sur du bon sens. Je ne pense pas que vous ayez découvert par ma présentation que dans le cadre de sondes de température qui seraient intégrées dans un autoclave, ces sondes soient critiques. Vous vous en doutiez bien évidemment. Par contre, l'intérêt, c'est que ça vous permet de le formaliser de façon pragmatique pour deux choses. D'abord, bien évidemment, une réponse aux autorités. Les autorités, les textes nous demandent de bâtir notre logique de qualification sur des bases d'analyse de risque, comme je vous ai dit au tout début. Donc, ça nous permet de formaliser ces analyses de risque. Et puis également, un deuxième point qui, moi, me semble plus pertinent et presque plus important d'un point de vue qualité industrielle, c'est qu'en fait, ça nous permet de mener notre qualification au plus juste en étant sûr que l'on va mettre les ressources et les actions sur les éléments qui vont vraiment nous permettre de garantir la qualité de nos produits et donc qui vont faire qu'à la fin de notre processus de qualification-validation et dans la phase de maintien de notre statut qualifié, on est sûr et certain que notre produit sera toujours de la qualité requise et que l'impact de qualification-validation n'aura pas été perturbé par les différentes actions, puisque l'on peut se rattacher toujours à cette analyse de criticité, cette analyse de risque qui nous détermine que on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on va toucher. Voilà, je suis arrivé au terme de cette présentation en termes de webinar. Je vais donc maintenant passer à la partie Q&A. J'espère que j'ai été assez clair dans ma présentation et on va voir ça tout de suite avec la partie Q&A. Je vais donc, pour faciliter les choses, pour que chacun puisse savoir à quelle question je réponds, lire la question à chaque fois,
et vous donner les éléments directement de réponse. Je vais donc démarrer. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais donc démarrer par la première question, une question de François qui est peux-tu préciser la différence entre une qualification et une validation, la notion équipement par rapport à un process? Alors effectivement, c'est une question effectivement qui est importante puisque je vous ai parlé de l'analyse de criticité en termes de validation ou de qualification. En fait, dans la partie texte, on parle maintenant de la validation comme un élément global qui va englober à la fois la notion d'équipement et la notion d'utilisation, la façon dont on va utiliser ces équipements pour fabriquer notre produit, pour nettoyer un équipement avant la fabrication, pour maintenir une utilité, une boucle d'eau par exemple, pour se prémunir de contamination. Donc la notion de validation est plus sur la globalisation de à la fois mon équipement et mes méthodes de travail et d'utilisation de ces équipements ou de maintenance de ces équipements ou d'action préventive de ces équipements. Donc, quand on parle de qualification, c'est plutôt une terminologie effectivement équipement. Et quand on parle de validation, on est plutôt sur une notion de processus. Validation de flux, validation de process de production, de stockage, de conditionnement, de nettoyage. Voilà, on est plutôt sur ces notions-là en termes de qualification et validation, même si les autorités, maintenant, quand on parle de validation, englobent vraiment la notion complète. Donc, j'espère que ça a répondu à la question de François. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ma présentation. N'hésitez pas, c'est l'occasion voilà, de pouvoir y répondre directement, même si effectivement, si d'autres questions apparaissaient ensuite, je vous redonnerai l'adresse de contact à laquelle on pourrait répondre ensuite, si vous le souhaitez, à d'autres questions. Alors, une autre question également qui est comment déterminer s'il faut faire des tests nominaux aux limites ou de défaillance. Alors, par rapport à ces éléments-là, effectivement, ça va être notre analyse de criticité qui va nous donner cet élément. Si l'on détermine sur un process, par exemple, de remplissage de liquide, on va le faire l'exercice rapidement ensemble, on pourrait dire, voilà, sur un process liquide, quels sont les éléments qui pourraient faire que ça déborde lorsque l'on va remplir. On va identifier comme cause de défaillance une vitesse. La vitesse de fonctionnement par rapport à l'équipement va faire que si l'on remplit moins vite, on aura peut-être plus tendance à être plus précis sur le volume, alors que si on tourne de façon très élevée, on peut avoir tendance à avoir un remplissage qui s'arrête un petit peu tardivement ou qui va déborder, donc qui va salir le produit. Donc dans ces cas-là, effectivement, on va travailler sur plutôt des limites qui seraient la cadence. On peut également avoir, sur un process de remplissage liquide, une problématique liée au produit. Si vous avez un produit qui est proche de l'eau en termes de densité, donc plutôt proche de 1, en termes de dosage, ça va être assez simple. Si vous avez un produit qui va avoir une densité plus élevée, comme un sirop, par exemple, avec pas mal de sucre, peut-être que la texture physiologique du produit va entraîner des problématiques de remplissage et va entraîner des problématiques en termes d'accroche sur le flacon ou un produit plus moussant. Donc, par rapport à ces analyses, pour répondre à votre question, François, puisque je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, on va être effectivement, c'est cette analyse qui va nous permettre d'identifier toutes les problématiques, qui va nous permettre de dire comment on va tester. Dans le cas précis que je vous donnais, on pourrait évaluer de faire un test de
fonctionnement de défaillance, limite de défaillance, dans worst case, en disant j'ai identifié que ma cadence va être problématique lorsqu'elle est élevée, donc je vais faire un test avec une cadence élevée et un produit plus dense ou un produit qui a tendance à mousser, puisque c'est mon produit le plus critique. Voilà pour cette réponse. Alors, j'ai quelques questions qui tournent sur l'AMDE, qui tournent sur effectivement des risques comme FMEA, ce qui est la traduction d'AMDE. Alors, effectivement, l'AMDE est plutôt orientée sur une approche qui va être d'amélioration de process. C'est la même méthodologie, mais on ne rentre pas la notion de criticité. C'est une approche qui est plutôt utilisée dans des options, comment dire, système informatisé, par exemple, ou qui va être orientée sur du flux, mais qui est moins adapté effectivement à la qualification validation. C'est pour ça que j'ai préféré vous présenter effectivement la partie AMDEC pour répondre à la question de Camille et Nelly. J'ai une autre question, effectivement, qui est est-ce que certains outils sont plus adaptés à la qualification d'équipement et d'autres à la validation? Ou tous les outils peuvent-ils être utilisés à la fois pour la qualification et la validation? Alors, tous les outils que je vous ai présentés peuvent être utilisés pour la qualification et la validation, sauf la CFC. La CFC est vraiment orientée équipement. On est sur l'identification de fonctionnement d'équipement, on est sur l'identification de composants critiques, donc vraiment des éléments techniques. Donc ça, c'est vraiment spécifique équipement. Pour l'AMDEC, pour l'indice de complexité, pour l'analyse de risque, on peut l'utiliser à la fois sur la validation de process ou d'équipement. J'ai une petite préférence, je ne le cache pas, pour utiliser les AMDEC plutôt sur du processus et utiliser pour les équipements de la CFC, en tout cas dans la phase projet. L'ICQ, je l'utilise effectivement sur les URS. Mais voilà, c'est le seul bémol que je mettrais en termes d'utilisation, c'est vraiment la partie ACFC uniquement, spécifiquement équipement. Voilà, pour répondre à la question de Sandrine. J'ai une question au niveau, donc il me reste 2-3 minutes, donc on a le temps de traiter encore 2 questions. Hein, voilà. Au niveau de l'AMDEC, comment détermine-t-on l'indice de criticité? Alors, c'est arbitraire. Voilà, je n'ai pas de question particulière. C'est une méthode mathématique, effectivement. Donc, souvent, ça passe par... On va calculer par rapport aux notes que l'on a choisies. On va faire toutes les configurations, on va faire les configurations minimum, note mini, en multipliant les 3 critères, donc OGD, note maxi OGD et la note médiane OGD. Et on regarde un petit peu comment on se situe. La plupart du temps, les gens ont tendance à prendre soit la médiane, soit un élément un petit peu, la note juste en dessous de la médiane, en fait. Mais c'est vraiment un choix purement arbitraire sur ce point-là. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas d'autres réponses plus faciles pour répondre donc, sur cette question-là. La dernière question, avant que l'on se quitte, voilà, et que je puisse vous présenter les futurs NTech, c'est une question de Sharif qui est pouvez-vous détailler le concept de la validation en V? Alors, je vais revenir effectivement très rapidement sur le support pour vous expliquer un petit peu cet élément-là. Donc, je vais repartager mon écran pour vous redonner cette partie-là. Donc je vais remonter assez vite sur la partie en V. Voilà, je suis revenu dessus. Donc en fait, le principe du cycle en V est de dire j'ai à gauche mes phases projet et à droite mes phases de qualification. Donc la première phase, effectivement, va partir des URS, des requirements, avec effectivement derrière la partie spécification qui apparaît, la partie ensuite functional specification, donc plutôt le general design, la partie design specification. Et l'idée de ce cycle en V est de dire pour chaque élément que je trouve à gauche,
je vais trouver en remontant, du coup, mon V, à droite, des éléments de test de qualification qui vont permettre de démontrer qu'on répond bien à nos attentes. Donc, bien évidemment, toute la partie gauche rentre dans le cadre du processus de qualification-validation dans ce qu'on appelle la qualification de conception, Design Qualification. La base du V, c'est l'implémentation du système, de l'équipement, donc avec les FAT et les SAT. Après, quand on remonte, on va trouver les tests de qualification d'installation qui vont plutôt porter sur le design specification, les tests de qualification opérationnelle plutôt basés donc, sur le fonctionnement de mon équipement, et puis les tests de qualification de performance qui vont me permettre de voir si mon équipement répond bien à mes spécifications attendues en termes de qualité. Et donc me permettre de répondre finalement quelque part à mon besoin global. Voilà un petit peu le principe du cycle en V. Ça va être en termes de timing la dernière question à laquelle je vais pouvoir répondre. Donc, je voulais vous remercier pour votre participation à ce webinaire, pour les remerciements aussi que j'ai vus sur ma présentation. C'est très agréable, merci beaucoup. Les prochains NTech auxquels vous pouvez participer, il y en a un la semaine prochaine sur l'intelligence artificielle. Au mois de février, nous parlerons des first development pour la partie API et au mois de mars, l'amélioration continue au sein d'un département qualité. Vous pouvez retrouver bien évidemment la totalité de ces événements NTech sur le lien ntechevents.com. Et puis, toute question que vous pourriez avoir sur la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez nous l'envoyer à ntech@nalis-group.com. Je vous remercie encore de votre participation. J'espère que cette présentation vous a apporté quelques éléments de réponse. Et je vous souhaite donc une bonne journée à tous. Merci.